Il est des blessures que même le temps ne peut guérir. Il est des cœurs qui cessent de battre alors même que le corps continue de vivre. Et il est des hommes qui enterrent leur propre âme avec celle qu'ils ont aimée. Auguste de Montlorier était l'un de ces hommes. Baron respecté, craint par beaucoup, compris de personne. Il vivait depuis 5 ans dans l'ombre d'un manoir qui avait été un foyer, mais n'était plus qu'un tombeau de souvenirs. Jusqu'à ce qu'un matin pluvieux, une jeune femme à l'âme généreuse fasse ce que personne d'autre n'avait réussi. Elle lui fit se souvenir qu'il était encore en vie. Voici l'histoire de comment un simple geste de bonté fissura l'armure de glace autour d'un cœur brisé, et de comment l'amour, lorsqu'il est vrai, trouve toujours un chemin pour revenir. Mais avant de continuer, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne et écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui touchent le cœur et célèbrent la force de l'amour véritable. La pluie tombait sans pitié sur la vallée des Brumes en cette matinée de juin 1889. Les nuages bas masquaient les sommets des montagnes, transformant le paysage en une aquarelle grise et mélancolique. La route de terre qui serpentait à travers les vallées était devenue un bourbier, rendant difficile le passage de tout voyageur assez courageux pour défier la tempête. Clara Valois marchait sur cette route depuis plus de 3 heures. Ses simples souliers de cuir étaient trempés, et l'ourlet de sa robe bleu marine charriait des kilos de boue. Le châle de laine qui avait appartenu à sa mère était complètement mouillé, pesant sur ses épaules comme une ancre. Mais elle continuait d'avancer, une jambe après l'autre, le menton levé avec une obstination qui tenait autant de la fierté que de la nécessité. Elle avait 23 ans et transportait dans sa petite valise en cuir tout ce qu'elle possédait au monde. 2 robes rapiécées, une photographie délavée de ses parents, un chapelet béni par le curé du village où elle était née, et une lettre de recommandation rédigée par le docteur Mercier, le seul médecin de la région qui avait encore des mots aimables à consacrer à la fille d'un instituteur ruiné. Son père, Joachim Valois, avait été un homme de lettres, un instituteur respecté, propriétaire d'une petite école privée à Saint-Jean-des-Sources, un village à 2 jours de voyage de là. Mais la fièvre typhoïde qui avait ravagé la région 3 ans plus tôt n'avait épargné ni les plus instruits, ni les plus humbles. Elle avait emporté sa mère d'abord, puis la moitié des élèves de l'école, et lorsque l'épidémie fut enfin passée, elle avait emporté avec elle la réputation et les ressources de son père. Les familles qui avaient perdu des enfants ne voulaient plus voir l'instituteur Joachim. Ce n'était pas sa faute, mais la douleur cherche des cibles, et il était là, un rappel vivant de temps meilleurs qui ne reviendraient jamais. Joachim dépérit en silence. Il commença à boire pour oublier. En 6 mois, il perdit l'école, puis la maison. Clara tenta de le retenir, travailla comme couturière, comme lavandière, acceptant n'importe quelle tâche qui pouvait rapporter quelques pièces, mais ce ne fut pas suffisant. Son père mourut par une froide nuit d'hiver, en appelant le nom de sa femme défunte, laissant Clara seule au monde avec des dettes qu'elle ne pouvait payer. Ce fut le docteur Mercier qui la sauva de la misère complète. Il régla les dettes les plus urgentes et lui donna la lettre de recommandation, lui parlant d'une famille lointaine au village de Clairefontaine qui cherchait une gouvernante. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était une chance. Et Clara avait appris très tôt que les chances étaient des cadeaux rares, qu'on ne gaspillait pas. C'est pourquoi elle marchait sous cette pluie impitoyable. C'est pourquoi elle ignorait le froid qui lui transperçait les os et la faim qui lui tenaillait l'estomac. Parce que renoncer signifiait accepter que tout ce pourquoi ses parents s'étaient rebattus, tout ce qu'ils lui avaient enseigné sur la dignité et la persévérance, n'avait servi à rien. Le tonnerre gronda à travers les montagnes, la faisant sursauter. Clara pressa le pas, cherchant des yeux un abri quelconque. La route continuait de serpenter entre des rochers et des arbres tordus par le vent constant de la vallée. Aucune maison en vue, aucune ferme où elle pourrait se réfugier, seulement la pluie, la boue et le froid pénétrant. C'est alors qu'elle entendit le hennissement fort, aigu, chargé de panique et de douleur. Clara s'arrêta net, tournant la tête en direction du son. Il venait de quelque part en contrebas de la route, là où le terrain descendait abruptement vers un petit vallon. Elle n'hésita qu'une seconde avant de laisser sa valise au bord de la route et de commencer à descendre prudemment, s'agrippant à des racines et des pierres pour ne pas glisser. Le cheval était tombé à une 20aine de mètres plus bas, coincé entre 2 grosses pierres.
C'était un animal magnifique, un alezan à la robe sombre qui brillait même sous la pluie. Il devait valoir une fortune. Mais ce qui attira l'attention de Clara ne fut ni sa valeur, ni sa beauté, mais la terreur dans ses yeux. L'animal était blessé, une de ses pattes arrière prise dans un angle étrange, et il luttait pour se libérer avec des mouvements qui ne faisaient qu'aggraver sa situation. Clara descendit plus vite, oubliant sa propre sécurité. Elle s'approcha lentement, parlant à voix basse, du ton que sa mère utilisait quand elle était enfant et faisait des cauchemars. Des mots sans grand sens, mais chargés de douceur. Le cheval la vit et hennit de nouveau, mais il y avait moins de panique cette fois, plus de confusion, comme s'il ne comprenait pas pourquoi cette petite créature humaine trempée s'approchait. « Calme-toi, mon beau, » murmura Clara, tendant la main lentement. « Je vais t'aider. Doucement, maintenant. Personne ne va te faire de mal. » Elle étudia la situation avec l'œil exercé de quelqu'un qui a grandi à la campagne. La patte du cheval était coincée entre les pierres, mais elle ne semblait pas cassée. Il y avait du sang, oui, des coupures, et des éraflures dues aux tentatives de l'animal pour se libérer, mais rien qui ne paraisse fatal. Si elle parvenait à le déplacer correctement, peut-être pourrait-elle le libérer sans aggraver ses blessures. Clara retira son châle trempé et le posa de côté. Elle s'approcha davantage, touchant l'encolure du cheval avec des mouvements fermes mais doux. L'animal frémit sous son contact, mais n'essaya pas de la mordre ou de ruer. Il y avait de l'intelligence dans ses yeux, une compréhension qu'elle essayait de l'aider. Elle commença à enlever les plus petites pierres autour de la patte coincée, les jetant sur le côté. La pluie rendait tout plus difficile. Ses doigts glissaient sur les pierres mouillées et la boue cédait sous ses pieds. Mais Clara ne s'arrêtait pas. Elle travailla pendant 15-20 minutes, parlant sans cesse au cheval, le maintenant calme pendant que ses mains s'activaient. Finalement, elle réussit à enlever assez de pierres pour tenter de déplacer la plus grosse qui coinçait la patte de l'animal. Elle était lourde, plus qu'elle n'en avait l'air. Clara se positionna, planta ses pieds dans la boue du mieux qu'elle put et poussa de toutes ses forces. La pierre ne bougea pas à la première tentative ni à la deuxième. À la troisième, Clara cria sous l'effort, mettant tout le poids de son corps contre le rocher. Et il roula enfin de quelques centimètres sur le côté. Ce fut suffisant. Le cheval sentit la pression diminuer et d'un mouvement brusque, il dégagea sa patte. Clara tomba à la renverse dans la boue, le choc lui coupant le souffle. Quand elle réussit à s'asseoir haletante et couverte de boue de la tête aux pieds, elle vit le cheval debout, testant sa patte blessée. Il pouvait s'appuyer dessus bien qu'il boitât légèrement. Clara se releva lentement, ses muscles protestants, et s'approcha de nouveau du cheval, qui l'observait maintenant avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude dans ses yeux intelligents. Elle examina la patte blessée, la lavant doucement avec l'eau de pluie pour mieux voir les coupures. Elle n'est-il pas profonde? Saignerait un moment, mais cicatriseraient bien si elles étaient soignées correctement. Le problème maintenant était autre. À qui appartenait ce cheval? Un animal de cette qualité n'appartenait pas à n'importe qui. Il devait être à un riche propriétaire terrien, ou peut-être même à l'un des barons de la région. Et, quel que soit son propriétaire, il serait à sa recherche. Clara regarda autour d'elle. La pluie continuait de tomber, bien qu'avec moins d'intensité. Elle n'avait aucune idée de l'endroit exact où elle se trouvait, mais elle savait que le village de Clairefontaine était dans la direction qu'elle suivait. Si elle emmenait le cheval avec elle, peut-être parviendrait-elle à retrouver son propriétaire et à le lui rendre. C'était la chose à faire. Elle ramassa son châle trempé et avec précaution le noua autour du cou du cheval comme une reine improvisée. L'animal la laissa faire, semblant comprendre qu'elle essayait de l'aider. Clara prit l'autre bout du châle et commença à remonter vers la route tirant doucement. Le cheval la suivit, boitillant mais obéissant. Il leur fallut près d'une demi-heure pour regagner la route. Clara était épuisée. Chaque muscle de son corps lui faisait mal et elle tremblait autant de froid que d'effort. Quand ils atteignirent enfin la route de terre, elle dut s'appuyer contre un arbre un instant, essayant de reprendre son souffle. C'est alors qu'elle entendit les chevaux approcher. Plusieurs chevaux. Clara leva les yeux et vit un groupe d'hommes chevauchant dans sa direction, même sous la pluie. Ils étaient 6 au total, tous vêtus de lourdes capes et de chapeaux à large bord, mais c'est l'homme en tête qui attirait l'attention. Il montait un cheval noir, aussi grand que beau, avec des mouvements qui témoignaient d'années de pratique. L'homme était grand, devait avoir la quarantaine, avec de larges épaules,
et une posture qui exsudait l'autorité. Même de loin, Clara pouvait sentir le poids de sa présence. Il chevauchait comme quelqu'un habitué à être obéi, comme quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de demander quoi que ce soit 2 fois. Quand le groupe s'approcha, Clara put mieux voir le visage de l'homme en tête. Il avait des traits aristocratiques, une mâchoire forte, des cheveux noirs commençant à grisonner aux tempes et des yeux d'un marron si foncé qu'il paraissait presque noir. Mais ce qui frappait le plus, c'était l'expression de son visage. Elle était de pierre. Il n'y avait aucune chaleur là, aucune trace d'émotion. C'était le visage de quelqu'un qui avait oublié comment ressentir. Le groupe s'arrêta à quelques mètres d'elle. L'homme en tête descendit de cheval d'un mouvement fluide et marcha vers Clara et le cheval blessé. Ses yeux passèrent sur elle sans vraiment la voir, se concentrant immédiatement sur l'animal. Il l'examina de main experte, vérifiant la patte blessée, passant les mains sur le corps du cheval, cherchant d'autres blessures. « Apollon », dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix. Pas exactement de l'inquiétude, mais peut-être son écho lointain. Le cheval hennit en réponse, reconnaissant son maître. L'homme continua son examen quelques instants de plus, avant de se tourner enfin vers Clara. Ses yeux l'étudièrent avec la même attention clinique qu'il avait consacrée au cheval. « C'est vous qui l'avez trouvé ?» Ce n'était pas une question, mais Clara répondit tout de même. « Oui, monsieur, il était coincé entre des rochers, là en bas. » Elle montra la direction d'où elle venait. Sa patte était prise. J'ai réussi à le libérer. L'homme regarda dans la direction qu'elle indiquait, puis de nouveau vers elle. Cela prit quelques secondes, mais Clara vit le moment où il la vit vraiment pour la première fois. Il vit la boue qui la couvrait de la tête aux pieds, la robe déchirée à plusieurs endroits, les mains éraflées et saignantes, le visage marqué par la saleté et l'épuisement. Il vit la valise abandonnée quelques mètres plus loin sur la route, et quelque chose passa dans ses yeux. Pas de la compassion exactement, mais peut-être de la reconnaissance, comme s'il voyait en elle quelque chose qu'il connaissait. « Vous êtes descendu sur cette pente pour libérer un cheval que vous ne connaissiez pas, » dit-il lentement, « seul, pendant une tempête. » Encore une fois, ce n'était pas une question, mais Clara répondit quand même. « Il avait besoin d'aide, monsieur. Je ne pouvais pas le laisser souffrir là. » Un des hommes derrière eux, un homme plus âgé à la barbe grise, s'avança. « Baron Auguste, la demoiselle est trempée et blessée. Nous devons l'emmener au manoir pour qu'elle soit soignée. C'est le moins que nous puissions faire après qu'elle a sauvé Apollon. » Alors c'était un baron. Clara aurait dû le deviner à la qualité de ses vêtements, à la façon dont les autres le traitaient avec une déférence évidente. Baron Auguste de Mont-Laurier. Elle avait vaguement entendu parler de lui. On disait qu'il était l'homme le plus riche de la région, propriétaire de terres qui s'étendaient sur des lieues. On disait aussi qu'il était froid comme la glace, qu'il était devenu un reclus après la mort de sa femme. Le baron étudia Clara un long moment encore. Il semblait livrer une sorte de bataille intérieure, comme si la simple idée de l'inviter chez lui était une décision monumentalement difficile. Finalement, il hocha la tête une fois, brièvement et brusquement. « Léonard a raison, » dit-il, sa voix formelle et distante. « Vous avez besoin d'un abri et de soins médicaux. Je vous offrirai les deux en remerciement pour avoir sauvé mon cheval. » Avant que Clara ne puisse répondre, l'homme plus âgé, Léonard, était déjà à ses côtés, l'aidant à monter sur son propre cheval. Clara voulut protester, dire qu'elle pouvait marcher, qu'elle n'avait pas besoin de charité, mais la vérité était que ses jambes la soutenaient à peine, et l'idée de marcher quelques pas de plus, sans parler de kilomètres, semblait impossible. Léonard monta derrière elle, la maintenant fermement d'un bras, tout en tenant les rênes de l'autre. Le baron était déjà remonté sur son cheval noir, tenant les rênes improvisées que Clara avait faites avec son châle pour guider Apollon. Le groupe se remit en route, cette fois à un rythme plus lent pour accommoder le cheval blessé. Clara parvenait à peine à garder les yeux ouverts. L'adrénaline qui l'avait maintenue en éveil se dissipait, ne laissant derrière elle qu'un épuisement profond. Elle s'appuya contre Léonard, qui murmura des paroles rassurantes, lui disant que le manoir n'était pas loin, qu'elle serait bientôt au sec et au chaud. La pluie commença enfin à diminuer à mesure qu'ils avançaient. Clara observait le paysage défiler dans une sorte de brouillard. Des champs verts, des clôtures en bois bien entretenues, du bétail paissant calmement malgré le mauvais temps. Tout indiquait des terres prospères, bien gérées. Et puis,
Au détour d'un virage, elle vit le manoir. Il était immense, bien plus grand que n'importe quelle construction que Clara avait jamais vue. 3 étages de pierre claire, avec des dizaines de hautes fenêtres, protégées par des grilles décoratives en fer forgé. De larges balcons soutenus par des colonnes de marbre entouraient tout le bâtiment. Des jardins à la française, bien que légèrement ensauvagés par un manque de soins récents, s'étendaient dans toutes les directions. Au centre de tout, une fontaine en pierre qui ne jaillissait plus d'eau depuis longtemps. Mais ce qui impressionna le plus Clara n'était pas la grandeur du lieu, c'était la sensation de vide qui en émanait. Même de loin, même sans y être encore entrée, elle pouvait la sentir. Ce n'était pas une maison, c'était un mausolée, un endroit où la vie s'était arrêtée et n'était jamais revenue. Le groupe chevaucha jusqu'à l'entrée principale, où 2 domestiques attendèrent déjà, alertés sans doute par l'arrivée bruyante de tant de chevaux. L'un d'eux, un jeune homme fort, courut immédiatement prendre les rênes d'Apollon, examinant le cheval avec une inquiétude évidente. « Prends-en soin », ordonna le baron en descendant de cheval. « Lave les blessures à l'eau claire, applique de la teinture et garde-le au repos pendant au moins 1 semaine. Je veux que le vétérinaire vienne l'examiner aujourd'hui même. »« Oui, monsieur le baron », répondit le jeune homme, guidant déjà le cheval blessé vers les écuries. Léonard aida Clara à descendre. Ses jambes faillirent céder quand elles touchèrent le sol, mais il la soutint fermement. Le baron observa la scène avec cette même expression indéchiffrable. Puis il se tourna vers la maison. « Marianne » appela-t-il, et une femme d'âge mûr apparut à la porte principale. Elle avait des cheveux gris noués en un chignon serré, une robe noire sévère, et une expression qui oscillait entre la curiosité et la désapprobation en voyant Clara. « Préparez une chambre pour la demoiselle, elle aura besoin de vêtements secs, d'un repas chaud et de soins médicaux pour ses blessures. » La femme, Marianne, n'hésita qu'une seconde avant de faire une courte révérence. « Oui, monsieur le baron, je vais préparer la chambre bleue. »« Non, » dit le baron, et il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Une tension qui n'était pas là auparavant. Pas la chambre bleue, n'importe quelle autre. Il y eut un silence pesant. Clara vit les domestiques échanger des regards significatifs, comme si cette simple instruction avait un poids qu'elle ne comprenait pas. Marianne déglutit et acquiesça de nouveau. « Comme vous désirez, monsieur le baron. La chambre verte, alors. Je vais tout préparer immédiatement. » Le baron hocha la tête et enfin regarda directement Clara. C'était la première fois qu'il maintenait vraiment un contact visuel avec elle plus d'1 seconde. Et Clara sentit l'impact de ce regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux sombres. De la douleur peut-être, ou l'absence de tout ce qu'il y avait habituellement dans des yeux humains, comme regarder dans un puits profond, là où il y avait autrefois un jardin. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il, sa voix formelle et distante. « Clara Valois, monsieur le baron. »« Et que faisait mademoiselle Valois à marcher seule pendant une tempête ?» Clara redressa les épaules, retrouvant un peu de sa dignité malgré la boue qui la couvrait. « Je me rendais au village de Clairefontaine, monsieur. J'ai une lettre de recommandation pour un poste de gouvernante chez la famille Tournier. » Le baron l'étudia un long moment. « Les Tournier, » répéta-t-il. « Ils sont partis pour Paris il y a 2 semaines. Problème de santé de la matriarche. Ils ne reviendront pas de sitôt. » Les mots tombèrent sur Clara comme un seau d'eau froide. Ils ne reviendront pas. Le poste n'existait plus. La chance pour laquelle elle avait marché pendant des jours, pour laquelle elle avait affronté la tempête, n'existait tout simplement pas. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds, pas physiquement mais émotionnellement. Qu'allait-elle faire maintenant? Elle n'avait pas d'argent pour retourner à Saint-Jean-des-Sources, même si elle le voulait. Elle n'avait nulle part où aller. Le baron dut voir quelque chose sur son visage, car lorsqu'il parla de nouveau, sa voix était légèrement plus douce, à peine. « Ce sont des soucis pour demain, dit-il. Aujourd'hui, vous devez vous rétablir. Marianne s'occupera de vous. Demain, nous discuterons de ce qui peut être fait. » Sans attendre de réponse, il se retourna et entra dans la maison, ses pas résonnant dans le grand hall d'entrée. Les autres domestiques se dispersèrent rapidement, chacun retournant à ses tâches. Seul Léonard resta avec Marianne. « Venez, ma petite, » dit Léonard gentiment, avec un sourire chaleureux qui contrastait avec la froideur du baron. « Vous avez été très courageuse aujourd'hui. Laissez-nous prendre soin de vous maintenant. » Clara se laissa guider à l'intérieur du manoir. L'intérieur était aussi impressionnant que l'extérieur. Des sols en marbre poli reflétaient la faible lumière qui entrait par les hautes fenêtres.
Des murs recouverts de papier peint importé, des portraits dans des cadres dorés, des meubles en bois sombre, qui semblaient avoir des siècles d'histoire. Mais tout comme l'extérieur, il y avait cette sensation d'abandon. Tout était propre, impeccablement entretenu, mais froid, sans vie, comme un musée dédié à une époque révolue. Marianne la conduisit par un large escalier jusqu'au premier étage, puis le long d'un couloir avec des portes des deux côtés. Elle s'arrêta devant une porte vert foncé, l'ouvrit et fit un geste pour que Clara entre. La chambre était plus grande que toute la maison où Clara avait grandi. Un grand lit à baldaquin, couvert de draps blancs propres et d'un couvre-lit vert émeraude. Il y avait une armoire en palissandre, une coiffeuse avec un miroir, 2 fauteuils près de la cheminée et de grandes fenêtres donnant sur les jardins. C'était luxueux, d'une manière que Clara n'avait vue que dans ses rêves. « Je vais chercher de l'eau chaude pour un bain », dit Marianne, sa voix strictement professionnelle. « Et je trouverai des vêtements convenables. Monsieur le baron enverra le médecin dès son arrivée. »« Merci », murmura Clara, absorbant encore l'environnement. Marianne hocha la tête et sortit, fermant la porte derrière elle. Clara s'autorisa enfin à s'asseoir, choisissant l'un des fauteuils pour ne pas salir le lit propre avec sa boue. Elle s'assit avec précaution, et ce n'est qu'à ce moment-là que la réalité de tout ce qui s'était passé la frappa vraiment. Elle avait perdu le poste chez les Tournier. Elle était sans argent, sans destination, sans plan. Mais elle était en vie. Elle était dans un endroit sec et sûr, du moins pour l'instant, et elle avait sauvé une vie aujourd'hui. Même si ce n'était que celle d'un cheval, cela devait compter pour quelque chose. Clara regarda par la fenêtre les jardins en contrebas. La pluie avait complètement cessé maintenant, et des rayons de soleil commençaient à percer les nuages. Ils illuminaient les champs verts au-delà du manoir, transformant les gouttes d'eau en diamants sur l'herbe. C'était beau, incroyablement beau. Et à ce moment-là, Clara se fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, aussi difficile que les choses puissent devenir, elle n'abandonnerait pas. Elle n'avait pas abandonné quand ses parents étaient morts. Elle n'avait pas abandonné quand elle avait perdu sa maison, et elle n'abandonnerait pas maintenant. Marianne revint 20 minutes plus tard, suivie de 2 jeunes servantes portant des seaux d'eau chaude. Elles remplirent une grande baignoire en cuivre que Clara n'avait pas remarquée dans un coin de la chambre. Puis elles sortirent silencieusement. Marianne resta en arrière, tenant une robe simple mais propre en coton bleu clair. « J'ai laissé des serviettes et du savon à côté de la baignoire », dit-elle, sa voix toujours formelle. « La robe ne sera pas parfaite, mais elle fera l'affaire pendant que vos propres vêtements sont lavés et réparés. Le médecin arrivera dans environ 1 heure. » Clara la remercia de nouveau, et cette fois Marianne hésita avant de sortir. Il y avait quelque chose dans son expression, comme si elle voulait dire quelque chose, mais n'était pas sûre de devoir le faire. Finalement, elle parla, sa voix plus basse. « C'était un acte de bonté ce que vous avez fait aujourd'hui, mademoiselle Valois. Peu de gens auraient eu ce courage, surtout une jeune femme seule. »« C'était simplement la chose à faire, » répondit Clara simplement. Marianne l'étudia un long moment, puis hocha lentement la tête. « Peut-être, mais la bonté est devenue rare par les temps qui courent. Surtout dans cette maison. » Et sur ces mots énigmatiques, elle sortit, fermant doucement la porte derrière elle. Clara se déshabilla lentement, chaque mouvement faisant protester ses muscles. Quand elle s'immergea enfin dans l'eau chaude, elle ne put retenir un soupir de soulagement. L'eau devint presque immédiatement brune avec toute la boue, mais Clara s'en moquait. Elle ferma simplement les yeux et laissa la chaleur pénétrer ses os glacés. Elle n'avait aucune idée du temps qu'elle resta là, mais quand elle sortit enfin, l'eau était tiède et le soleil déjà plus bas dans le ciel. Clara se sécha avec les serviettes douces, puis elle enfila la robe que Marianne avait laissée. Elle était un peu large aux épaules et trop courte aux chevilles, mais elle était propre et sèche, et c'était tout ce qui comptait. Il y avait une brosse à cheveux sur la coiffeuse. Clara l'utilisa pour démêler ses longs cheveux bruns, travaillant patiemment sur les nœuds formés par la pluie et le vent. Quand elle eut terminé, elle les attacha en une simple tresse qui tombait sur son épaule. Elle regarda son reflet dans le miroir et se reconnut à peine. Elle semblait être une autre personne, plus jeune peut-être ou simplement plus vulnérable, sans l'armure de saleté qu'elle avait portée. On frappa à la porte, la faisant se retourner. « Entrez » appela-t-elle, s'attendant à ce que ce soit Marianne ou peut-être le médecin. Mais c'est Léonard qui entra, portant un plateau avec de la nourriture. Il sourit en la voyant propre et habillée.
C'est beaucoup mieux, dit-il chaleureusement, posant le plateau sur une petite table près de la fenêtre. Le médecin n'est pas encore arrivé, mais Marianne a pensé que vous devriez manger quelque chose. Depuis quand date votre dernier repas? Clara dut réfléchir. Hier matin, admit-elle. Un morceau de pain et de fromage qu'un fermier aimable m'a donné en passant sur ses terres. Léonard secoua la tête, lui faisant signe de s'asseoir. Alors vous devez manger. Ce n'est rien d'élaboré, juste une soupe de poulet, du pain frais et un peu de fromage. Mais c'est chaud et consistant. Clara s'assit et commença à manger, essayant de garder une certaine contenance malgré la faim qui la dévorait. La soupe était délicieuse, le pain moelleux, le fromage crémeux. C'était le meilleur repas qu'elle ait eu depuis des mois. Léonard s'assit dans l'autre fauteuil, l'observant avec des yeux bienveillants. « Vous devez vous poser des questions sur cet endroit, » dit-il après quelques instants. « Sur le baron. » Clara avala ce qu'elle mâchait. « Ce ne sont pas mes affaires, monsieur. » Léonard sourit tristement. « Appelez-moi simplement Léonard. Je travaillais ici depuis plus de 20 ans. J'ai vu le manoir à ses jours de gloire quand il était plein de vie et de rire, et je l'ai vu devenir ce qu'il est maintenant, une coquille vide. » Clara ne dit rien, mais continua de manger, le laissant parler à son propre rythme. Léonard semblait avoir besoin de raconter cette histoire, comme si c'était un poids qu'il portait depuis longtemps. « Le baron Auguste n'a pas toujours été comme ça, » continua Léonard, son regard lointain, comme s'il voyait le passé. « Il a été un homme différent autrefois. Toujours sérieux, il a toujours eu cette nature plus réservée, mais il y avait de la chaleur en lui. Il souriait, riait, aimait profondément. » Il fit une pause, et Clara vit la tristesse traverser son visage. Sa femme, la baronne Hélène, était comme le soleil. Elle illuminait tout autour d'elle. Elle avait cette capacité rare de faire en sorte que tout le monde se sente important, vu. Peu importait que vous soyez un autre noble ou le plus humble des serviteurs. Elle traitait tout le monde avec la même gentillesse sincère. Le baron l'adorait. Nous l'adorions tous. Clara posa sa cuillère, lui accordant toute son attention. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle doucement. « La fièvre, » répondit Léonard, le mot sortant comme un lourd soupir. « C'est venu de nulle part. Un jour, elle allait bien, riant pendant le dîner. Le lendemain, elle était alitée avec une forte fièvre. Nous avons fait venir tous les médecins de la région. Nous en avons même fait venir un de la capitale, mais rien n'a fonctionné. En 2 semaines, elle était morte. » Il s'essuya discrètement les yeux. Le baron a tenu sa main jusqu'au dernier moment. Après son départ, il l'a portée personnellement jusqu'à la chapelle familiale sur le domaine, a organisé les plus belles funérailles que cette région ait jamais vues. Et puis, après le départ du dernier invité, après que la dernière fleur ait été déposée sur sa tombe, il s'est simplement refermé, comme une porte qui claque. Depuis ces 5 dernières années, il est plus un fantôme qu'un homme. Clara sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce genre de douleur. Elle en avait vécu sa propre version en perdant ses parents. Mais au moins, elle avait été forcée de continuer à vivre, de trouver des moyens de survivre. Le baron, avec toute sa richesse et son pouvoir, avait eu le luxe de s'enterrer vivant dans sa propre douleur. « La chambre bleue », dit Clara doucement, reliant les poings, c'était sa chambre. Léonard hocha lentement la tête. Il garde tout exactement comme elle l'a laissé, les vêtements encore dans l'armoire, les livres qu'elle lisait encore sur la table de chevet, même la broderie inachevée encore sur la chaise de couture. Personne n'est autorisé à y entrer, sauf pour épousseter. C'est comme un sanctuaire. Ils restèrent silencieux un moment. Clara termina sa soupe, digérant tout ce qu'elle avait entendu. Finalement, elle posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi me racontez-vous cela, Léonard ?» Il la regarda directement, et il y avait quelque chose d'espérant dans ses yeux. « Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois en 5 ans, j'ai vu quelque chose de différent chez le baron. Quand il vous a vu sur la route, couverte de boue, parce que vous aviez risqué votre propre sécurité pour sauver un animal que vous ne connaissiez pas, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Ce n'était qu'une seconde, mais c'était là. Un éclair de quelque chose qui n'était pas de l'indifférence. » Clara secoua la tête, sentant un malaise grandir. « Léonard, avec tout mon respect, je ne suis qu'une jeune femme de passage. Demain ou après-demain, je partirai d'ici. Je ne suis pas. Je ne peux pas être. Quoi que ce soit que vous espériez. » Léonard se leva, ramassant le plateau vide. « Je sais, ma petite, et je ne demande rien. Simplement. » Il hésita. « Simplement,
Soyez vous-même tant que vous êtes ici. Parfois, la bonté sincère peut faire plus pour une âme blessée que n'importe quelle médecine. » Avant que Clara ne puisse répondre, un autre coup à la porte annonça l'arrivée du médecin. C'était un homme d'âge mûr, mince, avec de petites lunettes posées sur le bout de son nez et une mallette en cuir noir usée. Il se présenta comme le docteur Ribot et examina Clara avec une efficacité professionnelle. « Les blessures sont superficielles, » déclara-t-il après quelques minutes. « Des coupures et des éraflures qui doivent être nettoyées et pansées. Quelques ecchymoses qui seront douloureuses pendant quelques jours, mais rien de grave. » Il appliqua de la teinture sur les coupures, faisant serrer les dents à Clara sous la brûlure. Puis il pansa ses mains et une éraflure particulièrement vilaine sur son bras gauche. « Vous avez eu de la chance, » dit-il en rangeant ses instruments. « Ça aurait pu être bien pire. Reposez-vous ces prochains jours, évitez les efforts physiques et vous serez parfaitement rétabli en 1 semaine. » Après son départ, Clara s'autorisa enfin à s'allonger sur l'immense lit. Il était incroyablement moelleux, les draps sentaient à la lavande, et il y avait tellement d'oreillers qu'elle ne savait qu'en faire, mais elle était trop épuisée pour s'en soucier. Elle ferma les yeux, avec l'intention de se reposer juste quelques minutes. Quand elle se réveilla, la nuit était profonde. La pleine lune illuminait la chambre à travers les fenêtres, projetant des ombres argentées sur les murs. Clara s'assit, désorientée un instant, avant de se souvenir où elle était. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins baignés par la lumière de la lune. C'est alors qu'elle le vit, une silhouette solitaire marchant dans les jardins, les mains dans les poches, à la tête basse. Même à distance, même en n'étant qu'une silhouette, Clara reconnut le baron Auguste. Il marchait lentement, sans destination apparente, juste. Il marchait. Et il y avait quelque chose de si profondément solitaire dans cette silhouette que Clara sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle l'observa longtemps, jusqu'à ce qu'il disparaisse finalement dans l'ombre des arbres. Puis elle retourna se coucher. Mais le sommeil ne vint pas facilement cette fois. Elle resta éveillée, pensant aux hommes qui se transforment en fantômes, aux maisons qui deviennent des tombeaux, et à la façon dont la douleur, lorsqu'elle n'est pas soignée, peut consumer une personne entièrement. Le lendemain arriva avec une lumière dorée inondant la chambre. Clara se réveilla au son des oiseaux chantant à l'extérieur de la fenêtre. Pendant un instant béni, elle oublia où elle était et tous les soucis qu'elle portait, mais la réalité revint rapidement. Aujourd'hui, elle devrait faire face à sa situation, décider quoi faire ou aller. Un léger coup à la porte précéda l'entrée de Marianne, portant une robe propre et repassée. La robe bleu marine de Clara, maintenant lavée et habilement raccommodée. Ses souliers avaient également été nettoyés et cirés. « Le baron demande votre présence pour le petit déjeuner, » dit Marianne, posant soigneusement les vêtements sur une chaise. « Quand vous serez prête, descendez l'escalier et tournez à droite. La salle à manger sera la 3e porte. » Clara la remercia et s'habilla rapidement. Ses muscles protestèrent à chaque mouvement, lui rappelant les événements de la veille, mais la douleur était supportable. Elle attacha ses cheveux en un chignon simple, vérifia son apparence dans le miroir et descendit l'escalier suivant les instructions de Marianne. La salle à manger était aussi impressionnante que le reste de la maison. Une longue table en bois sombre, qui pourrait facilement accueillir 20 personnes. Des lustres en cristal pendèrent du haut plafond, d'autres portraits au mur. Mais un seul couvert était mis, au bout de la table. Le baron était assis là, lisant un journal en buvant son café. Il leva les yeux quand Clara entra et un bref instant, leurs regards se croisèrent. Puis il plia soigneusement le journal et fit un geste vers la chaise à sa droite. « Asseyez-vous, mademoiselle Valois. J'espère que vous avez bien dormi. »« Très bien, merci, monsieur le baron, » répondit Clara en s'asseyant avec précaution. « Et merci pour votre hospitalité. Je sais que ce n'était pas nécessaire. »« C'était le moins que je puisse faire, » dit-il, sa voix conservant cette formalité distante. Une servante entra silencieusement et servit du café à Clara. Puis elle apporta des plats de pain frais, de fromage, de charcuterie, de fruits et de confiture. C'était plus de nourriture que Clara n'en avait vu sur une table depuis des mois. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. Clara était douloureusement consciente de chaque mouvement qu'elle faisait, essayant de se souvenir de toutes les règles de bienséance que sa mère lui avait enseignées des années auparavant. Le baron mangeait méthodiquement, sans plaisir apparent, comme si ce n'était qu'une tâche nécessaire.
Finalement, il s'essuya la bouche avec sa serviette et parla. « Léonard m'a informé de votre situation. Que le poste que vous cherchiez n'est plus disponible. »« Oui, monsieur. » Clara posa sa tasse de café. « Je trouverai quelque chose. Je ne veux pas abuser de votre générosité plus longtemps que nécessaire. » Le baron l'étudia un long moment. Ses yeux étaient perçants, comme s'il pouvait voir à travers n'importe quelle façade. « Où iriez-vous » demanda-t-il directement. Clara hésita. Elle n'avait pas de réponse à cela. Pas de plan, pas de contact, pas de ressources. Mais elle ne voulait pas admettre sa complète vulnérabilité à cet étranger, aussi aimable qu'il ait été. « Je trouverai quelque chose », répéta-t-elle, avec plus de conviction qu'elle n'en ressentait réellement. Le baron hocha lentement la tête. « J'ai une proposition », dit-il, et il y avait quelque chose de prudent dans sa voix, comme s'il marchait en terrain inconnu. « Cette maison a besoin de quelqu'un pour superviser certaines tâches. Marianne est une excellente intendante, mais elle est débordée par les opérations quotidiennes. J'ai besoin de quelqu'un pour réorganiser la bibliothèque, cataloguer des documents, peut-être aider avec la correspondance. Un travail intellectuel, pas physique. » Il fit une pause, prenant une gorgée de café avant de continuer. « Vous avez clairement de l'éducation. Votre façon de parler, votre maintien, tout indique que vous avez reçu une instruction adéquate. Je peux vous offrir un poste temporaire. 3 mois, peut-être 6. Logement, nourriture et un salaire modeste. Cela vous donnerait le temps de trouver quelque chose de plus permanent. » Clara le regarda, surprise. C'était plus qu'elle n'aurait pu espérer, plus qu'elle ne méritait pour avoir simplement fait ce qui était juste, mais il y avait quelque chose dans l'offre qui la faisait hésiter. Pas le poste en lui-même, mais la façon dont il le proposait, comme s'il suivait un script, remplissait une obligation, plutôt que de vouloir vraiment sa présence ici. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement. « Pourquoi faire cela pour moi? Vous ne me connaissez pas. Vous ne me devez rien d'autre que l'hospitalité d'une nuit. » Le baron détourna le regard, se concentrant sur un point au-delà de la fenêtre. Quand il parla, sa voix était encore plus distante. « Parce que vous avez risqué votre sécurité pour aider un animal que vous ne connaissiez pas, sans attendre de récompense. Parce que cela démontre du caractère. Et parce que... » Il hésita, presque imperceptiblement. « Parce que cette maison est vide depuis trop longtemps. » Les derniers mots furent dits si bas que Clara faillit ne pas les entendre. Mais elle les entendit, et elle en sentit le poids. Cet homme n'offrait pas seulement un poste, mais peut-être une bouée de sauvetage pour eux deux. Pour elle, la sécurité et du temps. Pour lui, peut-être un premier pas timide pour revenir dans le monde des vivants. « J'accepte, » dit Clara, prenant sa décision, « et je vous remercie de votre confiance. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. » Quelque chose passa sur le visage du baron. Pas exactement un sourire, mais peut-être son fantôme lointain. Il hocha la tête une fois, formellement de nouveau. « Excellent. Marianne vous montrera la bibliothèque et vous expliquera vos responsabilités. Vous commencerez lundi. Cela vous laisse le week-end pour vous rétablir complètement. »« Merci, monsieur le baron. »« Auguste, » dit-il soudainement, les surprenant tous les deux. « Quand nous sommes en privé, vous pouvez m'appeler Auguste. Toute cette formalité constante est... » Il s'arrêta, cherchant le mot juste. « Épuisante. » Clara hocha la tête, sentant qu'elle venait d'assister à quelque chose de significatif, bien que petit. « Alors, Auguste, et s'il vous plaît, continuez de m'appeler Clara. » Il acquiesça et se leva, signalant la fin du repas. « J'ai des affaires à régler. Marianne viendra vous chercher dans 1 heure. » Et sur ce, il quitta la pièce, ses pas résonnant dans le couloir silencieux. Clara resta assise quelques minutes de plus, terminant son café tout en digérant tout cela. Elle avait trouvé un endroit, du moins temporairement. Elle avait un abri, de la nourriture, qu'une raison de se lever le matin. Mais il y avait aussi le sentiment qu'elle entrait dans quelque chose de bien plus complexe qu'un simple poste. Elle entrait dans la vie d'un homme brisé, dans une maison hantée par les souvenirs. Et, bien qu'elle ne puisse pas encore le savoir, elle était sur le point de découvrir que certaines maisons, certaines personnes, ont besoin de plus que de l'organisation et de l'efficacité. Elles ont besoin de vie, de lumière, de quelqu'un qui se soucie assez pour essayer de tendre la main à travers l'obscurité. Le week-end se passa dans une sorte de rêve tranquille. Clara passa la plupart de son temps dans sa chambre, se reposant et permettant à son corps de récupérer. Marianne lui apportait ses repas à heures régulières, toujours aimable mais gardant une distance professionnelle.
Léonard passait de temps en temps pour discuter, lui apportant des livres de la bibliothèque qu'il pensait qu'elle pourrait aimer. Clara accepta les livres avec gratitude et passa des heures à lire, chose pour laquelle elle n'avait ni le temps ni l'énergie depuis des mois. C'étaient des œuvres variées, romans, poésie, même quelques traités philosophiques. Tous montrèrent des signes d'usage fréquents, des pages cornées, des annotations dans les marges d'une écriture féminine délicate. Les livres de la baronne, réalisa Clara, et elle se sentit étrangement connectée à cette femme qu'elle ne connaîtrait jamais, mais dont l'absence se faisait sentir dans chaque recoin de cette maison. Le dimanche après-midi, Clara se sentit assez forte pour explorer un peu. Elle descendit les escaliers et erra dans les couloirs du rez-de-chaussée, observant les portraits, les meubles anciens, les hautes fenêtres qui laissaient entrer la lumière, mais pas la chaleur. Elle finit dans ce qui était clairement un salon de musique. Il y avait un magnifique piano à queue à une extrémité, couvert, mais non verrouillé. Des étagères avec des partitions, quelques instruments à cordes accrochés au mur. Clara ne put résister. Elle s'approcha du piano et souleva délicatement le couvercle qui recouvrait les touches. Elles étaient en ivoire véritable, jaunies par l'âge, mais magnifiquement entretenues. Elle joua une note, puis une autre. Le son était parfait, accordé, malgré le désuétude évidente. Elle savait jouer un peu. Sa mère avait insisté pour qu'elle apprenne, disant que la musique était l'une des rares choses que personne ne pourrait lui enlever. Clara s'assit sur le tabouret et commença à jouer une mélodie simple, quelque chose que sa mère jouait souvent. Ses doigts étaient rouillés, trébuchant parfois sur les notes, mais la musique remplit le salon d'une manière qui semblait presque sacrée. Elle était si absorbée qu'elle n'entendit pas les pas. Elle ne réalisa pas qu'elle avait un public avant d'avoir terminé la musique et d'entendre une voix derrière elle. Elle jouait souvent cette chanson. Clara se retourna brusquement, le cœur battant. Auguste se tenait à l'entrée du salon, appuyé contre le chambranle de la porte. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux étaient fixés sur le piano, pas sur elle. Il y avait quelque chose sur son visage qui fit se serrer le cœur de Clara. Une douleur brute, non dissimulée par son masque habituel d'indifférence. « Pardon, dit Clara rapidement, se levant du tabouret, je n'aurais pas dû prendre cette liberté. Je ne savais pas que ce n'était pas permis. »« Je n'ai pas dit que ce n'était pas permis, » répondit-il, sa voix lasse. « C'est juste qu'il n'y a pas eu de musique dans cette maison depuis longtemps. J'avais oublié le son que ça faisait. » Il entra lentement dans le salon, s'approchant du piano comme s'il s'agissait de quelque chose de dangereux. Il toucha les touches d'une main, produisant quelques notes discordantes. « Hélène jouait tous les soirs, » dit-il, toujours sans regarder Clara. Après le dîner, elle venait ici et jouait pendant des heures. Parfois, je l'accompagnais au violon, mais la plupart du temps, je m'asseyais simplement et j'écoutais, reconnaissant d'avoir quelqu'un qui pouvait transformer des notes en magie. Clara ne dit rien. Elle sentait qu'il avait besoin de parler, que ses mots avaient été gardés trop longtemps, et trouvait enfin un chemin pour sortir. « Quand elle est morte, » continua Auguste, sa voix devenant plus basse, « j'ai couvert le piano. Je me suis dit que c'était pour le protéger, mais la vérité, c'est que je ne supportais pas de le regarder. Je ne supportais pas le souvenir de ce que nous avions perdu, de ce que j'avais perdu. Alors, j'ai laissé cette pièce mourir avec elle. » Il la regarda enfin, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Pas de la chaleur, exactement, mais peut-être la reconnaissance qu'elle était vraiment là, une personne réelle plutôt qu'une simple présence fonctionnelle. « Mais vous avez joué, dit-il, et ça n'a pas fait aussi mal que je m'y attendais. En fait, ça a presque semblé juste, comme si la musique devait être ici. » Clara choisit ses mots avec soin. « La musique n'appartient pas aux morts, dit-elle doucement. Elle appartient aux vivants. Et je pense que votre femme, d'après la façon dont tout le monde parle d'elle, n'aurait pas voulu que le silence soit son héritage. » Auguste l'étudia un long moment. « Vous ne l'avez pas connue, dit-il, mais vous avez raison à son sujet. Hélène croyait que la musique était essentielle à la vie. Elle disait qu'une maison sans musique était comme un corps sans cœur, juste une structure vide. Alors peut-être, suggéra Clara prudemment, est-il temps de laisser le cœur recommencer à battre. Pendant un instant, juste un instant, Clara vit quelque chose changer sur le visage d'Auguste, une minuscule fissure dans l'armure qu'il maintenait si soigneusement en place. Mais ensuite, il cligna des yeux et le masque revint, pas aussi solide qu'avant,
mais toujours là. « Peut-être, dit-il, si bas que Clara l'entendit à peine. « Peut-être. » Il se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Clara, vous avez la permission de jouer quand vous le souhaitez. Cette pièce, cette maison, a besoin de se souvenir de ce que c'est que d'être en vie. » Et puis il partit, laissant Clara seule avec le piano et le sentiment grandissant que quelque chose d'important venait de se produire. Le lundi matin, Clara commença officiellement son travail. Marianne la conduisit à la bibliothèque, une immense pièce au premier étage, avec des étagères du sol au plafond remplies de livres. Il y avait aussi des tables couvertes de piles de documents, des boîtes pleines de correspondances anciennes et un désordre général qui suggérait des années de négligence. C'était la passion de la baronne, expliqua Marianne tandis que Clara mesurait l'ampleur de la tâche. Elle aimait les livres, les collectionnait de partout, mais après son départ, personne n'a touché à rien ici, sauf pour épousseter. Le baron ne pouvait pas y entrer. Il ne le peut toujours pas la plupart du temps. Clara hocha la tête, comprenant. « Et il veut que j'organise tout ça ?» Cataloguer les livres, organiser la correspondance par date et importance, jeter ce qui n'est plus nécessaire. Il a laissé des instructions détaillées. Marianne tendit à Clara plusieurs feuilles de papier couvertes d'une écriture ferme et élégante. « Il m'a demandé de vous dire que vous pouvez travailler à votre propre rythme. Il n'y a pas d'urgence. » Clara passa le reste de la matinée à explorer la bibliothèque, essayant de comprendre l'étendue du travail. C'était intimidant, honnêtement. Il y avait des centaines, peut-être des milliers de livres. La correspondance seule prendrait des semaines à être correctement organisée. Mais en travaillant, Clara se surprit à sourire. C'était exactement le genre de tâche qu'elle aimait, intellectuelle, méthodique, avec un objectif clair. Elle commença par les livres, décidant qu'ils étaient la priorité. Elle créa un système de catégorisation, littérature, histoire, philosophie, sciences, et commença à parcourir les étagères une par une, retirant chaque livre, le nettoyant soigneusement, notant le titre et l'auteur dans un grand registre qu'elle avait trouvé sur l'une des tables. Les jours commencèrent à suivre un rythme. Clara se levait tôt, prenait son petit déjeuner dans la cuisine avec les autres domestiques. Le dîner formel avec le baron n'avait été qu'une courtoisie initiale, puis passait la matinée dans la bibliothèque, travaillant parmi les livres et les documents. Elle déjeunait rapidement, généralement quelque chose de simple apporté par l'une des servantes. Puis elle travaillait jusqu'à la fin de l'après-midi, quand la lumière commençait à décliner. Ces soirées, elle se mit à les consacrer à la musique. Après cette première fois dans le salon, elle y retourna chaque soir, jouant pendant 1 heure ou 2. Elle ne revit jamais Auguste là-bas, mais parfois, quand elle jouait, elle avait la sensation d'être observée. Et de temps en temps, en terminant et en quittant le salon, elle voyait une ombre disparaître dans le couloir. Il écoutait, réalisa Clara. Il ne pouvait pas entrer dans la pièce, mais il se tenait dans le couloir, écoutant la musique qui avait manqué depuis si longtemps. 2 semaines passèrent ainsi. Clara voyait à peine Auguste. Il passait ses journées à gérer le domaine, à rencontrer les contremaîtres et les administrateurs, s'occupant de la partie pratique du maintien d'une si grande exploitation. Quand ils se croisaient, c'était généralement par hasard dans les couloirs, et il hochait toujours poliment la tête, mais gardait ses distances. Mais un jeudi pluvieux, Clara fit une découverte qui allait tout changer. Elle organisait une pile de correspondances particulièrement anciennes, quand elle trouva une boîte en bois poli, cachée derrière plusieurs autres. Elle avait à peu près la taille d'une boîte à chaussures, faite de cèdre aromatique avec des charnières en bronze. Elle n'était pas verrouillée. Clara hésita. Elle sentait qu'elle était sur le point d'envahir quelque chose de privé. Mais Auguste lui avait donné la permission d'organiser tout ce qui se trouvait dans la bibliothèque. Techniquement, elle avait le droit d'ouvrir la boîte. Alors, avec précaution, elle souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines, peut-être une centaine, toutes dans des enveloppes de papier fin, écrites d'une écriture féminine et délicate que Clara reconnaissait maintenant comme étant celle de la baronne Hélène. Mais ce n'étaient pas des lettres ordinaires. Quand Clara prit la première et la déplia, elle vit qu'il n'y avait pas d'adresse de destinataire, juste « Mon bien-aimé ». Clara savait qu'elle ne devrait pas lire. C'étaient clairement des lettres profondément personnelles. Mais ses yeux avaient déjà capturé les premières lignes, et une fois qu'elle eut commencé, elle ne put s'arrêter. « Mon bien-aimé », commençait la lettre, « aujourd'hui,
J'ai planté des roses dans le jardin est, des roses rouges, celles dont tu dis qu'elles te rappellent le coucher de soleil sur les montagnes. J'espère qu'elles pousseront fortes et belles, tout comme notre amour a grandi au fil des ans. Chaque jour à tes côtés est un cadeau que je ne tiens jamais pour acquis. Quand je te regarde, je vois encore le jeune homme que j'ai connu il y a tant d'années, bien que nous ayons tous deux vieilli. Mais vieillir à tes côtés a été la plus grande joie de ma vie. Clara sentit des larmes lui brûler les yeux. Elle mit cette lettre de côté et en prit une autre, puis une autre. Elles étaient toutes similaires, des lettres d'un amour profond et durable, des observations sur des moments quotidiens transformées en poésie par la plume d'Hélène. Elle écrivait sur les matins à prendre le café ensemble, sur les après-midi à lire côte à côte dans la bibliothèque, sur les soirs à danser dans le salon. Chaque lettre était une célébration de l'amour, de la vie partagée, de la gratitude d'avoir trouvé quelqu'un avec qui partager le monde. Mais à mesure que Clara lisait, elle réalisa quelque chose qui lui serra encore plus le cœur. Les lettres étaient datées, et les dates couvraient les 3 derniers mois de la vie d'Hélène. Ce n'étaient pas des lettres qu'elle avait prévu d'envoyer. C'étaient des messages pour Auguste, écrits quand elle savait qu'elle était en train de mourir. La dernière lettre dans la boîte était datée de la veille de la mort d'Hélène. L'écriture était tremblante, clairement tracée par une main faible, mais les mots étaient clairs. « Mon bien-aimé Auguste, je n'ai plus beaucoup de temps maintenant. Je sens la vie m'échapper comme du sable entre les doigts. Mais je n'ai pas peur. J'ai vécu pleinement. J'ai aimé profondément et je n'ai aucun regret. Seulement une inquiétude. Toi. Mon cœur se brise à l'idée de te laisser seul. Je connais ta tendance à la mélancolie, ton penchant à te refermer quand la douleur devient trop grande. S'il te plaît, mon amour, ne fais pas ça. Ne laisse pas ma mort être la fin de ta vie aussi. Vis. Aime de nouveau, si tu le peux. Rise, danse, écoute de la musique. Fais toutes les choses que nous aimions faire ensemble. Et en les faisant, sache que je suis avec toi, d'une certaine manière. L'amour ne s'arrête pas avec la mort. Il se transforme, il évolue, mais il ne disparaît jamais. Je serai toujours avec toi dans chaque coucher de soleil, dans chaque note de musique, dans chaque moment de beauté que tu permettras dans ta vie. Ne m'enterre pas dans ton cœur en refermant le couvercle. Porte-moi avec toi, mais continue d'avancer. Promets-le-moi. Promets que tu vivras. Pour moi, pour toi, pour l'amour que nous avons partagé. De tout mon cœur pour toujours tienne, Hélène. Clara pleurait ouvertement maintenant, des larmes tombant sur les vieilles lettres. Elle comprenait enfin l'ampleur de ce qu'Auguste avait perdu, et elle comprenait aussi qu'il avait rompu la seule promesse qu'Hélène lui avait demandée. Il n'avait pas vécu. Il s'était enterré vivant dans cette maison, dans cette douleur, trahissant le dernier souhait de la femme qu'il aimait. Elle sécha ses larmes avec précaution, prenant soin de ne pas tacher les lettres. Elle les remit dans la boîte une par une, les traitant avec la révérence qu'elle méritait. Puis elle referma le couvercle et s'assit, réfléchissant. Que devait-elle faire? Devait-elle parler à Auguste de ces lettres? Savait-il qu'elles existaient? Ou Hélène les avait-elle cachées, prévoyant qu'il les trouve plus tard? Et s'il ne le savait pas, serait-il cruel de les lui montrer maintenant, de rouvrir des blessures qui commençaient à peine à cicatriser? Clara se débattit avec ces questions le reste de la journée. Mais le soir, quand elle descendit au salon de musique, sa décision était prise. Elle savait ce qu'elle devait faire, même si c'était risqué, même si cela pouvait lui coûter son poste ici. Elle joua ce soir-là avec plus d'émotion que jamais. Elle joua toutes les chansons qu'elle avait apprises, les joyeuses et les tristes, les pleines d'espoir et les mélancoliques. Elle déversa tout ce qu'elle avait lu, toute l'émotion des lettres d'Hélène dans chaque note, et quand elle eut terminé, elle ne fut pas surprise de voir Auguste debout à l'entrée du salon. Cette fois, il ne se cachait pas dans le couloir. Il était là, pleinement visible, ses yeux brillant d'une émotion non dissimulée. « Vous jouez différemment ce soir », dit-il, sa voix rauque. « Avec plus. » Il s'arrêta, cherchant le mot. « Plus d'âme. » Clara se leva du piano, soutenant son regard. « J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui, dit-elle. Dans la bibliothèque, une boîte, avec des lettres. » Elle vit la reconnaissance traverser son visage, suivie par la douleur. Il connaissait l'existence des lettres. Il ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. « Et vous les avez lues ?» Ce n'était pas une question, mais Clara répondit quand même. « Je les ai lues,
admit-elle. Je sais que je n'aurais pas dû, qu'elles étaient privées, mais une fois que j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter. Pardonnez-moi. Auguste ouvrit les yeux et se dirigea vers la fenêtre, regardant la nuit dehors. Vous n'avez pas à vous excuser, dit-il après un long silence. Je savais qu'elles étaient là. Hélène les a écrites pendant ces derniers mois, quand elle savait qu'elle était en train de mourir. Elle m'a laissé la boîte avec pour instruction d'en lire une par jour après sa mort. « Et vous les avez lues ?» demanda Clara doucement. Il secoua la tête, une négation lente et lourde. « J'ai lu la première, le jour des funérailles. Je n'ai pas pu en lire plus, ça faisait trop mal. Alors, j'ai rangé la boîte dans la bibliothèque et j'ai essayé d'oublier qu'elle existait. Mais vous n'avez pas oublié. »« Non, admit-il, comment le pourrais-je » Il se tourna pour la regarder, et pour la première fois son masque était complètement tombé. Il n'y avait que de la douleur brute et honnête sur son visage. « Elle m'a demandé de vivre, Clara. Dans cette première lettre, la dernière chose qu'elle m'a demandé, c'était de vivre. De ne pas laisser la douleur me consumer. Et j'ai échoué. Je lui ai manqué de parole, chaque jour depuis. » Clara traversa le salon pour se tenir près de lui, mais pas si près qu'elle envahisse son espace personnel. « Il n'est pas trop tard, dit-elle doucement. Il est encore temps. Vous êtes encore là, vous respirez encore. Vous pouvez encore choisir de vivre au lieu de simplement exister. » Auguste la regarda vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. « Comment faites-vous » demanda-t-il, sa voix pleine de quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Comment portez-vous l'espoir quand vous avez perdu autant que moi ? Léonard m'a parlé de vos parents, de la façon dont vous êtes arrivés ici. Vous avez toutes les raisons d'être amer, d'abandonner, mais cette lumière en vous. Comment ?» Clara réfléchit soigneusement, avant de répondre. « Parce que j'ai appris que la douleur, bien que réelle et valide, n'a pas à être tout ce que nous sommes, dit-elle. Mes parents sont morts, j'ai perdu ma maison, ma sécurité, tout ce que je connaissais. Et il y a eu des jours, beaucoup de jours, où j'ai juste voulu abandonner. Mais ensuite je me disais, si j'abandonne, si je laisse la douleur me consumer, alors ce pourquoi ils ont vécu ne signifie rien. Alors je choisis chaque jour de me lever, de continuer, de trouver de petits moments de beauté et de joie là où je peux. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la seule façon d'honorer ce que nous avons perdu, en vivant bien avec gratitude pour le temps que nous avons eu. » Auguste l'écoutait avec une intensité qui donnait à Clara l'impression que chaque mot avait un poids physique. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un long moment. Finalement, il parla, si bas qu'elle l'entendit à peine. « Apprenez-moi, dit-il, apprenez-moi à vivre à nouveau. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds de sens et de vulnérabilité. Clara sentit son cœur se serrer. Cet homme, ce baron puissant que tout le monde craignait et respectait, demandait de l'aide. Il admettait qu'il avait perdu son chemin et qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui montrer le chemin du retour vers la lumière. « Je ne peux pas vous apprendre à vivre, » dit Clara gentiment. « Chacun doit trouver son propre chemin. Mais je peux marcher à vos côtés pendant que vous cherchez. Je peux vous rappeler qu'il y a encore de la beauté dans le monde, qu'il y a encore des raisons de se lever le matin. »« Comment ?» demanda Auguste, et il y avait quelque chose de presque désespéré dans sa voix. « Par où est-ce que je commence ?» Clara réfléchit un instant, puis sourit légèrement. « Commencez demain matin. Quand vous vous réveillerez, avant de faire quoi que ce soit d'autre, allez à la fenêtre et regardez le lever du soleil. Regardez-le vraiment. Voyez les couleurs changer. Écoutez les oiseaux commencer à chanter. Juste 5 minutes consacrées à être présent dans le monde, au lieu d'être perdu dans le passé. » Auguste fronça les sourcils, comme si c'était une tâche impossible. « Et si je n'y arrive pas? Et si tout ce que je vois me rappelle ce que j'ai perdu ?»« Alors vous acceptez le souvenir, » répondit Clara. « Mais vous ne le laissez pas être la seule chose que vous voyez. Oui, le soleil se levait les matins où Hélène était là. Mais il se lève aussi maintenant, alors que vous êtes là. Et si vous ne le regardez plus jamais, vous laissez sa mort effacer non seulement le passé, mais aussi l'avenir. Vous la laissez tout emporter, alors que ce qu'elle voulait, c'était que vous trouviez une nouvelle vie. » Auguste se tourna complètement pour lui faire face. Il y avait des larmes dans ses yeux, ne coulant pas mais bien là. « Vous êtes une personne remarquable, Clara Valois, » dit-il. « Vous êtes arrivée ici couverte de boue, avec rien d'autre que votre bonté et votre courage. Et d'une manière ou d'une autre,
En quelques semaines seulement, vous avez fait plus pour moi que des années d'isolement n'ont réussi à le faire. Je ne sais pas si cela m'effraie ou me donne de l'espoir. Ça peut être les deux, dit Clara avec un doux sourire. La plupart des choses importantes dans la vie le sont. Ils restèrent là dans la pénombre du salon de musique et quelque chose changea dans l'air, une reconnaissance plus fondamentale. Deux âmes blessées trouvant refuge l'une en l'autre, non pas parce qu'elles pouvaient guérir les blessures de l'autre, mais parce qu'elles pouvaient témoigner de la douleur sans jugement ni peur. « Je vais essayer », dit Auguste finalement. « Demain matin, je regarderai le lever du soleil. Je ne promets pas que ce sera facile. Je ne promets pas que ça ne fera pas mal. Mais je vais essayer. » « C'est tout ce que l'on peut demander, » répondit Clara. Auguste hocha la tête et un instant, il sembla qu'il allait dire quelque chose de plus. Mais il fit simplement une légère inclination de tête, ce qui surprit Clara par son informalité, et quitta le salon. Clara resta là quelques minutes de plus, digérant tout ce qui s'était passé. Puis elle remonta dans sa chambre, sentant que quelque chose de fondamental avait changé cette nuit-là. Le lendemain matin, Clara se réveilla plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore sombre, commençant à peine à s'éclaircir à l'horizon. Elle s'habilla rapidement et descendit les escaliers, se déplaçant silencieusement dans les couloirs encore endormis de la maison. Elle ne savait pas exactement pourquoi elle faisait cela. Elle sentait juste qu'elle le devait. Elle trouva Auguste sur le balcon est, exactement là où elle s'attendait à ce qu'il soit. Il était debout, les mains posées sur la balustrade en pierre, regardant l'horizon où le soleil commençait à peindre le ciel de teintes roses et dorées. Il ne se retourna pas quand elle s'approcha, mais il parla, indiquant qu'il savait qu'elle était là. « Vous êtes venu vérifier si je tiendrais ma parole, » dit-il. Et il y avait la plus petite trace d'humour dans sa voix. « Je suis venu partager le moment, » corrigea Clara, s'arrêtant à côté de lui. « Si cela vous convient ?»« Ça me convient, » dit-il simplement. Ils restèrent là en silence tandis que le soleil se levait lentement, transformant le monde du gris au doré. Les champs s'étendaient devant eux, couverts de rosée, qui brillaient comme des diamants à la lumière croissante. Les oiseaux commencèrent à chanter, d'abord un, puis un autre, jusqu'à ce que l'air soit rempli de musique. C'était beau d'une manière simple et profonde. « J'avais oublié, » dit Auguste doucement. « Comme c'est beau. Pendant des années, je me suis réveillé et j'ai simplement commencé la journée en faisant les choses machinalement, sans vraiment rien voir. Mais ça, » il fit un geste vers le lever du soleil, « c'est extraordinaire. Ça a toujours été là, » dit Clara. « Juste en attendant que vous regardiez. » Auguste se tourna pour la regarder, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il sourit. Ce n'était pas un grand sourire joyeux, mais il était réel, petit, hésitant, mais définitivement un sourire. « Merci, » dit-il, « de m'avoir rappelé de regarder. » Clara sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Ce petit progrès, ce simple sourire, semblait une plus grande victoire que tout ce qu'elle avait accompli dans sa vie. « De rien, » répondit-elle. À partir de ce jour, une nouvelle routine s'installa. Chaque matin, Clara et Auguste se retrouvaient sur le balcon est pour regarder le lever du soleil. Ils ne parlaient pas beaucoup, se tenant simplement là dans un silence complice, témoin du début d'un nouveau jour. Mais ces quelques minutes devinrent sacrées pour eux deux, un rituel qui ancrait leur journée. Pendant la journée, Clara continuait son travail dans la bibliothèque, progressant régulièrement à travers les montagnes de livres et de papiers. Auguste retourna à ses devoirs de gestion du domaine, mais maintenant, il passait de temps en temps à la bibliothèque pour vérifier ses progrès ou pour poser des questions sur un livre qu'elle avait trouvé. Les conversations commencèrent petites et pratiques. « Avez-vous trouvé ce recueil de poèmes français ? Je dois vérifier une citation. » Ou « J'ai trouvé une vieille correspondance avec la banque. Je crois qu'elle est toujours pertinente. » Mais progressivement, les conversations s'approfondirent. Ils parlèrent des livres qu'ils lisaient, de philosophie et d'histoire, de souvenirs d'enfance et de rêves pour l'avenir. Clara découvrit qu'Auguste était incroyablement intelligent, avec une vaste connaissance sur des sujets variés. Il avait étudié dans des universités européennes, avait beaucoup voyagé avant d'hériter des terres. Mais tout ce potentiel avait été gelé par la douleur, rangé comme les livres dans cette bibliothèque, attendant que quelqu'un le réveille. Et Auguste découvrit que Clara avait un esprit vif et curieux, capable d'aperçus profonds malgré son éducation formelle limitée. Elle posait des questions qu'il n'avait jamais envisagées.
Elle voyait des liens qu'il avait manqués. Les conversations avec elle étaient stimulantes d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. Un mois passa ainsi, puis 2. Le printemps commença à se transformer en été. Les jardins du manoir, si longtemps négligés, commencèrent à fleurir sauvagement. Clara se mit à passer ses après-midi libres à travailler dans les jardins, plantant des graines, arrachant les mauvaises herbes, essayant de mettre un peu d'ordre dans le chaos vert. C'est lors d'un de ces après-midi qu'Auguste la trouva, agenouillée entre les parterres de fleurs, les mains sales de terre, une tache de boue sur la joue, mais souriant en plantant ce qui semblait être des bulbes de lys. « Hélène aimait les lys, » dit-il, s'arrêtant à côté du parterre où Clara travaillait. Clara leva les yeux, se protégeant du soleil. « Je sais, » dit-elle doucement. « J'ai trouvé ses notes sur le jardin dans la bibliothèque. Elle avait des plans élaborés, des dessins de la façon dont elle voulait que chaque parterre soit. J'ai pensé. » Elle hésita. « J'ai pensé essayer de réaliser sa vision, si ce n'est pas trop douloureux. » Auguste resta silencieux un long moment, regardant les jardins autour de lui. Puis, à la surprise de Clara, il s'agenouilla à côté d'elle, prenant une petite pelle qui était là. « Montrez-moi comment faire, » dit-il. « Je veux aider. » Et ainsi, ils travaillèrent, côte à côte, plantant des lys sous le chaud soleil de l'après-midi. Auguste était maladroit au début, ses mains habituées à tenir des rênes et des plumes, pas des outils de jardinage. Mais Clara le guida patiemment, lui montrant la bonne profondeur pour les bulbes, comment tasser la terre autour. Pendant qu'il travaillait, Auguste se mit à parler. Il raconta des histoires sur Hélène, sur la façon dont elle passait des heures dans ses jardins, salissant ses robes coûteuses sans s'en soucier, sur la façon dont elle parlait aux plantes, convaincue qu'elles poussaient mieux quand elles entendaient des mots gentils, sur la façon dont elle sentait toujours la terre et les fleurs, un parfum qu'il trouvait plus agréable que n'importe quel parfum cher. Clara écoutait, posant des questions de temps en temps, mais le laissant surtout parler, et en l'écoutant, elle réalisa quelque chose d'important. Auguste était enfin en deuil, vraiment en deuil, non pas en gardant simplement la douleur en lui, mais en la laissant sortir à travers les mots, les souvenirs, les larmes qui s'échappèrent parfois pendant qu'il parlait. Quand le soleil commença à se coucher, ils avaient planté tous les bulbes et étaient assis sur l'herbe, sales et épuisés, mais satisfaits. Auguste regarda ses mains sales, puis Clara, et sourit. Cette fois, c'était un sourire plus grand, plus sincère. « Je ne me suis pas senti comme ça depuis des années, » dit-il, fatigué mais d'une bonne manière. Comme si j'avais vraiment fait quelque chose, créé quelque chose, au lieu de simplement exister. « C'est ce que fait le travail honnête, » répondit Clara lui souriant en retour. « Il vous connecte au monde d'une manière que la simple pensée ou la gestion ne peuvent jamais faire. » Auguste hocha la tête pensif. Hélène disait quelque chose de similaire, que nous devons nous salir les mains pour nous rappeler que nous faisons partie de la Terre, pas seulement ses observateurs. Il regarda Clara avec une nouvelle intensité. Vous lui ressemblez beaucoup, vous savez, pas en apparence mais en essence. La même bonté fondamentale, la même conviction que le monde peut être meilleur si seulement nous essayons de le rendre ainsi. Clara sentit son cœur s'accélérer. Ce n'étaient pas des mots romantiques, pas exactement. Mais il y avait de l'intimité en eux, une reconnaissance qu'elle était devenue importante pour lui d'une certaine manière. « J'espère pouvoir être à la hauteur de cette comparaison, » dit-elle doucement. « Vous l'êtes déjà, » répondit-il. Il y eut un moment long et chargé où leurs regards se rencontrèrent et se maintinrent. Clara sentit quelque chose changer dans l'air. Plus que de l'amitié ou de la gratitude, c'était de l'attirance, de la reconnaissance, la possibilité de quelque chose de plus. Mais alors, Auguste détourna le regard, se levant rapidement. « Il se fait tard, » dit-il, sa voix reprenant ce ton formel qu'il utilisait quand il était mal à l'aise. « Nous devrions rentrer et nous nettoyer avant le dîner. » Clara hocha la tête, luttant contre la déception qu'elle ressentait. « Bien sûr, » acquiesça-t-elle en se levant aussi. Mais cette nuit-là, quand elle alla dans sa chambre, Clara ne put dormir. Elle resta allongée dans son lit, regardant le plafond, digérant tout. Elle développait des sentiments pour le baron Auguste, des sentiments qui allaient au-delà de l'amitié ou de la compassion professionnelle. Elle tenait à lui, s'inquiétait pour son bien-être, voulait le voir heureux, et plus que cela, elle était attirée par lui, par son intelligence, sa profondeur,
la façon dont il luttait pour retrouver son chemin vers la vie. Mais c'était dangereux. Elle était son employée, temporaire. Il était un baron veuf, aimant encore profondément sa femme décédée. Il n'y avait pas d'avenir là, seulement une douleur potentielle. Clara savait qu'elle devait être prudente, protéger son cœur. Mais le cœur, découvrait-elle, obéit rarement à la raison. Les jours suivants, Clara essaya de garder plus de distance. Elle retrouvait toujours Auguste pour le lever du soleil, mais après cela elle restait dans la bibliothèque, se plongeant dans son travail. Elle déclinait les invitations implicites à des conversations plus longues, gardant ses interactions professionnelles et brèves. Auguste remarqua le changement. Clara pouvait voir la confusion dans ses yeux, peut-être même de la peine. Mais il n'insista pas, respectant l'espace qu'elle créait, même sans comprendre pourquoi. Ce fut Marianne qui força finalement la question. Une semaine après la journée dans le jardin, elle apparut dans la chambre de Clara le soir, portant du thé chaud et une expression déterminée. « Nous devons parler, » dit-elle sans préambule, posant le plateau de thé sur une petite table et s'asseyant dans l'un des fauteuils. Clara, surprise par cette franchise inhabituelle, s'assit également. « À propos de quoi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle ait un soupçon. « À propos du baron, » répondit Marianne directement. « Et de vous, de ce qui se passe entre vous. »« Il ne se passe rien, » protesta Clara, mais elle sentit son visage chauffer. Marianne fit un bruit d'incrédulité. « Ma petite, je travaille dans cette maison depuis 15 ans. J'ai vu le baron dans ses meilleurs jours et dans ses pires. Et je peux vous dire, avec une certitude absolue, qu'il a changé depuis votre arrivée. Il est de nouveau vivant, vraiment vivant, pour la première fois depuis la mort de la baronne. » Clara ne savait que dire. Une partie d'elle voulait nier, mais ce serait inutile. Marianne voyait clairement plus que Clara ne l'imaginait. « Cela ne veut rien dire, » dit-elle finalement. « Il aime toujours Hélène. Il l'aimera toujours. » « Bien sûr qu'il l'aimera, » acquiesça Marianne. « Mais l'amour n'est pas une quantité finie. Le cœur humain a une capacité infinie d'aimer. S'il se le permet, il peut aimer Hélène pour toujours et avoir encore de la place pour plus d'amour, pour un nouvel amour. » Clara secoua la tête. « Même si c'était vrai, je suis une employée, Marianne. Il est un baron. La différence entre nous est un abîme qui ne peut être franchi. » Marianne se pencha en avant, ses yeux sérieux. « Savez-vous ce que la baronne Hélène m'a dit un jour? Elle a dit que les titres et les positions sociales ne sont que des coutumes humaines, des constructions que nous créons pour nous sentir importants. Mais l'amour, le véritable amour, est quelque chose de divin. Et quand vous le trouvez, peu importe d'où il vient ou où il va, vous ne le laissez pas s'échapper à cause de règles que d'autres ont inventées. »« Mais les gens parleront, » protesta Clara. « Ils diront des choses terribles, ils détruiront sa réputation. »« Qu'ils parlent, » dit Marianne avec un geste dédaigneux. « Le baron a déjà tant perdu. Il a perdu sa femme, il a perdu des années de sa vie à cause de la douleur. Pensez-vous qu'il devrait perdre la chance d'être à nouveau heureux juste parce que quelques commères vont pointer du doigt? » Clara sentit des larmes lui brûler les yeux. « Mais et s'il ne ressent pas la même chose? Et si je lis tout de travers et qu'il ne me voit que comme une employée utile, une distraction temporaire ?» Marianne sourit gentiment. « Alors vous êtes plus aveugle que je ne le pensais. Clara, cet homme vous regarde comme si vous étiez la lumière du soleil après des années d'obscurité. Il ne s'en rend pas encore compte, peut-être. Il est si habitué à se refuser toute joie qu'il ne reconnaît pas ses propres sentiments. Mais croyez-moi, ils sont là. » Clara essuya les larmes qui commençaient à couler. « Que dois-je faire, alors ?»« Vous arrêtez de vous cacher, » dit Marianne fermement. « Vous arrêtez de créer de la distance parce que vous avez peur. Vous vous permettez de ressentir, vous vous permettez d'être présente, et vous laissez le reste se faire naturellement. L'amour ne peut pas être forcé, mais il ne peut pas non plus s'épanouir si vous continuez à l'étouffer avec la peur. » Après le départ de Marianne, Clara resta éveillée pendant des heures, réfléchissant. Une partie d'elle voulait suivre le conseil de l'intendante, s'ouvrir à la possibilité, voir où ses sentiments naissants pourraient mener. Mais l'autre partie, la partie pratique qui l'avait maintenue en vie à travers toutes les difficultés, criait à la prudence. Elle lui rappelait qu'elle avait déjà tout perdu une fois, et perdre à nouveau pourrait être plus qu'elle ne pourrait supporter. Mais le matin, quand elle descendit sur le balcon est et vit Auguste déjà là, attendant, quelque chose en elle se décida.
Elle vit la façon dont son visage s'illumina en la voyant, le petit sourire sincère qui apparut sur ses lèvres, et elle réalisa qu'il était trop tard pour se protéger. Elle tenait déjà trop à lui, était déjà trop investie. Elle pouvait essayer de créer de la distance, mais ce ne serait que prolonger l'inévitable. Alors elle fit un choix. Elle choisit d'être présente, d'être ouverte, de voir où cela mènerait. Si cela se terminait par de la douleur, au moins ce serait une douleur honnête, pas le regret de n'avoir jamais essayé. « Bonjour », dit-elle en s'arrêtant à côté de lui comme toujours. « Bonjour », répondit Auguste. Et il y avait quelque chose dans sa voix. Du soulagement peut-être, comme s'il avait senti son retrait ces derniers jours et était heureux de la voir revenir. « Vous m'avez manqué. Dans les conversations, je veux dire. La bibliothèque semble vide sans nos discussions. » Clara le regarda, surprise par son honnêteté. « Vous m'avez manqué aussi, » admit-elle. « J'essayais juste de maintenir des limites appropriées, de me souvenir de ma place. » Auguste fronça les sourcils. « Votre place ?» répéta-t-il, comme si le mot était étrange. « Clara, réalisez-vous que cela fait des semaines que j'ai cessé de penser à vous comme une employée ? Vous êtes. » Il s'arrêta cherchant les mots justes. « Vous êtes mon amie. Peut-être la première véritable amie que j'ai eue depuis des années. »« Amie » répéta Clara, et elle ne put s'empêcher de laisser une note de déception percer dans sa voix. Auguste la regarda de plus près, étudiant son visage. Et puis Clara vit le moment exact où la compréhension se fit jour dans ses yeux. Il vit ce qu'elle ressentait, le lut sur les lignes de son visage, dans la façon dont elle détourna le regard. Et pendant un instant, la panique traversa son expression. « Clara » commença-t-il, sa voix prudente. « Je ne peux pas. Ce ne serait pas juste pour vous. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-elle, décidant d'être courageuse, décidant que si elle devait être blessée, ce serait au moins pour avoir été honnête. « Parce que vous aimez toujours Hélène. Je sais que vous l'aimez. Je ne m'attendrai jamais à ce que vous arrêtiez. Mais Auguste, aimer quelqu'un qui est mort ne signifie pas que vous devez mourir aussi. Ce n'est pas seulement ça, dit-il en se tournant pour regarder l'horizon. C'est que je ne sais pas si je suis encore capable d'aimer de cette façon. Hélène a emporté tant de moi quand elle est partie. Et ce qui reste, eh bien, je l'ai gardé si profondément enfoui pendant si longtemps que je ne sais pas si je peux l'atteindre à nouveau. Alors ne l'atteignez pas, dit Clara doucement. Pas maintenant, ne forcez rien, simplement. Laissez-moi rester près de vous. Laissez-moi continuer à être votre ami, et si quelque chose de plus se développe avec le temps, nous le laisserons se produire naturellement. Et sinon, au moins, nous aurons ça. Cette amitié, cette connexion. Auguste la regarda et Clara vit des larmes briller dans ses yeux. Vous méritez plus qu'un homme brisé qui ne sait pas s'il peut vous offrir ce que vous méritez, dit-il, sa voix rauque. Laissez-moi décider de ce que je mérite, répondit Clara. Vous n'êtes pas aussi brisé que vous le pensez, Auguste. Vous êtes en train de guérir, je peux le voir, et peut-être que j'ai besoin de ça aussi. Pas de quelqu'un de parfait, mais